Salut les investisseurs, dans cette revue du CAC 40, on va regarder le segment 21 à 30 en termes de capitalisation boursière. Donc, je me suis basé sur le tri qui est tiré de ce site pour vous préparer la sélection dans la watchlist Coifin. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, on va passer en revue les métriques, les colonnes qui sont affichées dans ce tableau. Bon, depuis quelques jours, il y a des problèmes sur l'outil par rapport au free cash flow, donc on va pas en tenir compte ici. Allez, première market cap. Alors, d'abord, les métriques. On a le ticker, c'est-à-dire le symbole de cotation, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, vu qu'on ne l'a pas en euros ici, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 indicateurs de valorisation, alors il n'y en a que 2 qui marchent ici, de valorisation par rapport au flux, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning, 2 indicateurs par rapport au bilan, le price to book, donc le prix sur actif, et le prix sur actif tangible, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les financières, mais on n'en a pas vraiment dans cette sélection. Ensuite, l'endettement du groupe, on a le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc incluant les rachats d'actions, mais excluant la dette, le désendettement, et le payout ratio, qui nous indique si le dividende versé est sécurisé ou pas. Alors, on commence tout de suite avec Stellantis. Donc, on est dans un secteur automobile qui est en grande difficulté en Europe, globalement. La concurrence chinoise est terrible. On a la transition vers l'électrique, les réglementations européennes qui restreignent de plus en plus la production de moteurs thermiques, donc compliqué. Et Stellantis, donc on est sur 34 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 21,6%, mais ça inclut, à mon avis, encore la fusion qu'il y a eu donc, avec Fiat Chrysler, etc., je pense, hein, parce qu'on n'a pas une aussi forte croissance sur ce secteur, qui est quand même très cyclique. Les multiples sont rabais. On a 3,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA et un price earning de 6,2. Ça veut pas dire qu'on est pour autant sur quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue value. En fait, les multiples sont très bas parce que les attentes du marché sont, et à mon avis c'est à juste titre, elles sont très basses, hein, ces attentes du marché, donc elles sont très pessimistes, et je pense que c'est un peu dangereux à ce niveau-là. Le rendement des capitaux investis est à 6,3%, donc c'est plutôt modeste hein, comme rentabilité opérationnelle. Il y a un peu de dette au bilan, une fois la dette nette sur EBITDA, en rendement du dividende qui est à 14,2%, mais ça c'est sur c'est ce qui a été versé, mais sur les précédents exercices, mais je pense qu'il n'est pas soutenable ce dividende à ce niveau-là. On voit que le payout ratio est à 85%, donc méfiance. À mon avis, Stellantis, c'est trop compliqué. Le secteur automobile, c'est vraiment trop compliqué. Hein. Sur mes sélections, à chaque fois, moi, j'exclus ce secteur-là. Et je pense que vous devriez en faire autant, car c'est vraiment très difficile. Deuxième entreprise de la liste, Orange, donc l'opérateur téléphonique télécom numéro 1 en France. Anciennement France Télécom, on est sur 34 milliards de dollars US de market cap. Il n'y a pas de croissance hein, sur les télécoms, mais ça c'est normal. Hein. En Europe, c'est très mature comme secteur, donc on a une décroissance de 1%. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 4,8, donc ça c'est pas très cher payé, mais en price earning on a 16,6. Donc il y a un problème de conversion de l'EBITDA en bénéfices, donc il faudrait regarder le free cash flow, on n'a pas l'information ici, mais je pense que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets sur Orange, donc le multiple de price to free cash flow est plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc c'est potentiellement quand même pas si cher payé. Hein. Orange, on a un rendement des capitaux investis qui est à 6%, ça c'est plutôt faible. Il y a de la dette sur Orange, mais c'est normal, on est sur un opérateur télécom, tout ce qui est télécom, utilities, infrastructure, ils peuvent s'endetter à des taux d'intérêt attractifs parce qu'ils ont une bonne visibilité sur les cash flows, donc les banques leur donnent des taux d'intérêt attractifs. Ce niveau d'endettement pour Orange n'est pas préoccupant. On a un dividende à 6,11% et un rendement d'actionnaire à 6,44%, donc il y a légèrement des rachats d'actions. Attention que le payout ratio est élevé, à 89%, et les free cash flows sont plus élevés, même si on ne le voit pas ici, mais on le sait depuis le temps qu'on analyse Orange. Donc ce niveau de dividende est à mon avis soutenable, hein, il ne va pas augmenter beaucoup plus, mais il reste, allez, peut-être au pire il sera à 5% même si le prix reste à ce niveau-là. Donc Orange, ça reste une option intéressante pour un rentier. D'un point de vue value, je pense que c'est pas très intéressant. Et il y a l'état au capital, et ça c'est un critère qui me fait me tenir à l'écart de ce genre de dossier. Ensuite, on est sur Legrand. On est sur un acteur de l'électrification qui a, en fait, à un moment donné, devait fusionner avec Schneider Electric, mais l'anticoncurrence
l'autorité de la concurrence a retoqué la fusion, donc en fait on est sur un mini Schneider Electric ici. 28 milliards de dollars US de market cap, 5,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est correct, hein, c'est une croissance modérée, mais qui a le mérite d'exister. Les multiples sont élevés, hein, 15,3 fois la valeur d'entreprise solidaire et 23,6 en price earning. Maintenant, ça reste moins cher que du Schneider Electric, mais c'est moins bien positionné concurrentiellement, hein, donc c'est normal que les multiples soient plus bas. Alors, vraiment, les capitaux investis à 9,7%, donc là, on est sur un niveau assez qualitatif hein, de rentabilité, ça c'est pas mal. Un peu de dette, 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, rien de préoccupant. Il y a un dividende de 2,2%, il y a peut-être légèrement de la dilution, mais pas grand-chose, et un payout ratio à 47%, donc on est sur un dividende qui peut augmenter, à mon avis, et qui pourrait même... voilà, même si on reste à prix constant, ça pourrait atteindre les 3% hein, comme dividende, ce qui est pas mal. Hein. Sur le grain, on a un bon mix entre croissance, dividende qui commence à être attractif, et qualité. Hein. Donc, bon, bien sûr, c'est un petit peu cher, mais un PER de 23,6, c'est pas si cher payé pour une entreprise de croissance. Ensuite, on passe à Capgemini, le numéro 1 français des ESN, les entreprises de services numériques. On est sur 27 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 9,4. Attention que sur les ESN, il y a beaucoup de croissance externe, hein. Donc Capgemini participe à la consolidation du marché, la croissance est quand même élevée. Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA à 9,2 est pas trop élevé, et le price earning à 16,2 non plus. Donc on est sur une valeur de croissance qui est actuellement décotée, parce qu'on est en bas de cycle sur les ESN en ce moment, hein. Les donneurs d'ordre arrêtent de passer des commandes, ils sont attentistes, donc Capgemini, comme la majorité des ESN, sauf peut-être Neuron, souffre de ce contexte. On est sur un rendement des capitaux investis à 10%, donc quand même pas mal, hein, et un peu de dette, une fois la dette nette sur EBITDA, c'est rien d'inquiétant. Il y a 2,3% de rendement du dividende, ce qui est intéressant, et le rendement de l'actionnaire à 4,44%, donc on rachète assez fortement les actions hein, chez Capgemini. On a un payout ratio qui est à 35%, ce qui est pas mal, hein, c'est tout à fait convenable. On va pouvoir augmenter le dividende en fait, et aussi ça permet de dégager une bonne marge pour faire des rachats d'actions, hein, comme vous pouvez le voir ici. Capgemini, à mon avis, c'est un dossier intéressant à ce niveau. Kering, on va dire le loser du luxe français, on est sur 27 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance à signaler, hein, de moins de 2% en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est inquiétant. L'entreprise sur EBITDA, on est à 9,5, ce qui est pas très élevé, un price earning de 23, pas très élevé pour du luxe, mais est-ce que c'est vraiment du luxe, Kering? Vu les déboires qu'ils subissent, j'en doute un peu. On a vraiment des capitaux investis qui est médiocre à 5,6%, surtout pour du luxe. Un dividende qui est forcément intéressant à 3%, mais en fait c'est parce que le prix est plutôt bas, et un rendement d'actionnaire à 6,6%, parce qu'il y a des rachats d'actions. Et il y a 4 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est trop dangereux, c'est trop élevé pour une entreprise non financière, c'est beaucoup trop élevé, et qui n'opère pas dans les secteurs à cash flow prévisibles, hein, comme utilities et infrastructures. 4 fois c'est trop élevé. Et le payout ratio est à 151%, donc en plus le niveau de dividende n'est pas du tout soutenable, les rachats d'actions non plus. Kering, il vaut mieux rester à l'écart, c'est dangereux. Veolia, on est sur une entreprise du secteur des utilities, donc traitement des eaux, des déchets, etc. Forte visibilité des cash flows, contrat long terme. Une market cap de 25 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 10,5. Il y a une fusion avec Suez, donc c'est pour ça que la croissance a été assez forte. On a 7,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA et 20,6 en price earning. Alors, il faudrait, si on avait le multiple de price to cash flow, on pourrait voir que le multiple n'est pas si élevé que ça. Hein. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets sur Veolia, puisqu'il y a une bonne génération de cash. Donc je pense qu'on est quand même sur une société qui se paye pas trop cher. Hein. On est un peu en dehors de la value quand même. En plus, le rendement des capitaux investis est un peu faible, donc nous on aime bien avoir de la qualité, la value de qualité, hein, c'est-à-dire une bonne rentabilité et des multiples assez bas. Bon, je pense que Veolia, ça peut être intéressant pour le dividende. On voit qu'il est à 4,3%, mais attention, il y a un peu de dilution, donc le rendement de l'actionnaire est à 3,5%. Bon, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de dettes sur Veolia, on est presque à 3 fois la dette nette sur EBITDA, mais comme on l'a dit précédemment, on peut s'endetter à des taux attractifs sur ce type d'entreprise, donc c'est pas un niveau qui est préoccupant non plus. Bon, le payout ratio est à 89%, mais il faudrait les free cash flow pour vérifier à quel niveau il est réellement. Il est à mon avis beaucoup plus bas que ça, et en fait le dividende est soutenable sur Veolia, la dernière fois j'avais vérifié. Donc Veolia c'est plutôt pour un rentier, hein. C'est pas trop pour de la value, puisque ça se paye un petit peu cher.
On est sur Michelin, le leader mondial des pneumatiques. On est sur 25 milliards de dollars US de market cap, croissance assez faible, 2,4% en rythme annualisé sur 5 ans. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 6,6, donc là on est dans la zone value. En price earning, on a 13,1, on n'est pas vraiment dans la zone value, donc il faudrait trancher via les free cash flow pour savoir à quel niveau on se situe. Si on a moins de 10 en free cash flow, en price to free cash flow, là je pense que ça reste value. Mais pour moi, je pense que Michelin c'est quand même à classer dans la value. En plus, on est cash net sur Michelin, donc aucun problème sur la sécurité du bilan. Un dividende qui est à 4,2%, il n'y a pas de rachat d'action. En tout cas, il n'y a pas le calcul de shareholder yield n'est pas affiché, donc il faudrait vérifier s'il y a des rachats d'actions. Il n'y a pas le payout ratio d'affiché, mais de mémoire, il était soutenable, le dividende. Donc on est, à mon avis, Michelin, c'est pas mal. D'un point de vue value, ça peut se rentrer en portefeuille. Donc à creuser si vous êêtes intéressé. Pernod Ricard, ma déception 2024, le numéro 2 des spiritueux. On est sur 25 milliards de dollars US de market cap. C'est à peu près 5% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, mais c'est sur 5 ans, et en fait sur les dernières années on est en décroissance, après le boom post-pandémie, donc les multiples reflètent un peu cette dégradation du dossier. On est à 11,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA et à 22 en price earning, sachant que les free cash flow sont bien plus bas que les bénéfices nets, donc en price to free cash flow en fait on est plus élevé que ça. En fait Pernod Ricard on est encore beaucoup trop cher par rapport à la décroissance qu'on a actuellement. Le rendement des capitaux investis à 6,7%, c'est pas terrible. La dette nette est à 2,8 fois l'EBITDA, ce qui est élevé, et le rendement du dividende il est à 5,1%, mais il n'est pas soutenable à ce niveau-là. Il y a aussi des rachats d'actions, mais tout ça c'est fait à crédit. On n'a pas assez de free cash flow, on n'a pas assez de bénéfices nets et encore moins de free cash flow pour verser ce niveau de rendement de l'actionnaire. Donc Pernod Ricard, il vaut mieux en rester à l'écart. Malheureusement, pour moi, j'aurais dû le savoir. Ensuite, Publicis, le leader mondial de la publicité traditionnelle, on va dire, mais aussi ils ont une branche digitale, donc ils sont pas restés inactifs face à la publicité, face aux nouveaux acteurs de la publicité. On est à 24 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7,8%. Ils font également de la croissance externe, Publicis, donc ça c'est un mix de croissance organique et externe. Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA il y a 8, ça sort un peu de la zone value. Le price earning est à 14,4, ça aussi, ça me fait sortir de la zone value. On était value il y a 3 ans sur Publicis, 3 ans, allez, 2-3 ans encore, mais là maintenant on est plus du tout dans une zone value. On a un rendement des capitaux investis de 11%, ça c'est tout à fait bon, pas mal. On a une dette nette de 0,4 fois l'EBITDA, ce qui est pas du tout, qui est très léger comme niveau de dette. Un rendement du dividende à 4%, un rendement de l'actionnaire à 4,25%, donc on a un peu de rachat d'actions en plus sur Publicis. Le payout ratio est à 51% en termes de bénéfices nets, donc à voir par rapport au free cash flow, mais de mémoire il était à peu près équivalent. Donc on est pas mal sur Publicis Group d'un point de vue rendement, et on va avoir un peu de marge. On peut en tout cas maintenir ce niveau de dividende, ou voire légèrement l'augmenter si on s'autorise à dépasser les 50% de payout ratio. Publicis, pour moi c'est pas mal, c'est plus de la value, c'est maintenant un dossier rendement / qualité, on est quand même aussi sur de la qualité je pense ici. ArcelorMittal, un tout autre registre, donc le sidérurgiste, alors il est franco-néerlandais indien, donc bon, c'est une multinationale, 23 milliards de dollars US de market cap, une décroissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais attention, on est sur un acteur qui dépend du prix de la matière première, donc ce qu'il faut regarder pour ce genre d'entreprise, c'est pas la variation du chiffre d'affaires, c'est la variation des volumes produits à vérifier. Donc on n'a pas l'info sur Coifin, il faut aller dans les rapports financiers pour savoir. On est sur des multiples values en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, et le price earning, c'est contre-intuitif, mais attention, je vais vous expliquer. Il est élevé facialement, mais en fait on se paye pas cher. Sur tout ce qui est entreprise du secteur de la sidérurgie, on était sur un bas de cycle en 2023-2024. Donc moi je parle de ça par rapport à Jacques Mittal, que je suis sur la chaîne. En fait, il faut acheter ce genre d'entreprise cyclique quand le multiple de price earning est élevé. Parce que, si on avait l'info de price to free cash flow, on comprendrait mieux, mais en bas de cycle, ces acteurs-là sont capables de déstocker massivement pour libérer du BF, donc pour libérer du BFR. Libérer du BFR, ça génère du cash. Et donc, le multiple de price to free cash flow monte beaucoup. Par contre, sur les bénéfices, on publie des bénéfices médiocres, donc très bas. Donc le multiple de price earning explose à la hausse. Alors explose, bon, 17,7, c'est pas hors norme, mais en fait pour un sidérurgiste, si quand même, c'est quand même cher payé. Et donc il faudrait regarder le multiple de price to free cash flow, mais on est en fait décoté sur ArcelorMittal en ce moment.
Et en plus, vous pouvez regarder ça par rapport aux actifs tangibles. On a 0,5 fois les actifs tangibles, donc usines, stock, etc. Donc en fait, ArcelorMittal, d'un point de vue value, les multiples nous montrent que c'est tout à fait bon. Le rendement des capitaux investis, lui, par contre, est très faible, à 2,6%. Mais c'est pareil. C'est parce qu'on est en bas de cycle. En fait, il faudrait plutôt se baser uniquement sur les décodes de... Voilà, en prenant la valeur d'entreprise sur EBITDA. Hein. Donc notre zone value, c'est en dessous de 7 pour moi. Mais en plus, on a la décote sur actifs tangibles. Même si la rentabilité est faible en ce moment, c'est normal, c'est parce qu'on est en bas de cycle. Il y a un peu de dette sur ArcelorMittal, 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, rien de préoccupant non plus. Un dividende de 2%, mais un rendement actionnaire à 7,4%. Donc ArcelorMittal, ils sont pas bêtes, hein. Ils savent que l'action est vraiment sous-évaluée, normal. Hein. Et donc ils rachètent massivement leurs actions. Donc le payout ratio, il est à 30%, donc le niveau de dividende est soutenable, et en fait le reste des free cash flow, alors si c'est l'équivalent, mais même les free cash flow sont plus élevés que ça, donc en fait le reste des free cash flow, on l'utilise pour racheter massivement des actions. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette tranche du CAC 40 si on est un investisseur, on va dire plutôt croissance qualité, on va garder Legrand et Capgemini. Moi je pense que c'est intéressant à ce niveau. Ensuite, si on est sur un profil plutôt rentier, on va essayer, alors on évite Orange, il y a l'État au capital, on n'aime pas ça. Si on est un rentier, on peut prendre du Veolia et on peut prendre du Publicis. On peut prendre également du Michelin. Ensuite, si on est un investisseur value, on peut prendre du Michelin et on peut prendre du ArcelorMittal, à mon avis. Donc dans cette tranche, il y en a pour un peu de tous les profils, hein, ça c'est intéressant. J'espère que cette revue vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.